Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une interview exclusive de Monsieur Philippe Leray. Mais qui est Philippe Leray? Philippe Leray est né le 16 juin 1968 à Vannes, dans le Morbihan. Après des études à l'Institut Polytechnique La Salle, vous devenez cadre bancaire et exploitant agricole. Vous obtenez votre premier mandat électoral au conseil municipal de Plumergat en 1995. En 2008, vous devenez conseiller général au canton d'Auray jusqu'en 2014. En 2012, vous êtes élu député de la 2e circonscription où vous siégez à l'Assemblée nationale comme membre à la commission des affaires économiques. En 2014, vous devenez président de la communauté de communes d'Auray-Quiberon, Terre Atlantique. Bonjour Monsieur Philippe Leray. Bonjour. D'où vous est venue l'envie de faire de la politique, sachant que vous avez préparé une carrière d'ingénieur? J'ai commencé à faire de la politique finalement un petit peu inconsciemment. D'abord en m'engageant après mes études d'ingénieur dans une association, que je préside encore d'ailleurs, une association de quartier qui a rénové une chapelle. Et à l'époque, le maire de la commune m'a repéré en 1995 et il m'a proposé d'être sur sa liste aux élections municipales. J'ai accepté, on a gagné. Ceci dit, il n'y avait pas de liste en face de nous, donc c'était très facile. Et je suis devenu conseiller municipal à Plumergat, une petite commune, 4000 habitants, très sympathique, que j'apprécie énormément, une commune dans laquelle je suis né. Je crois que faire de la politique à ce niveau-là, à l'époque, c'était pour moi très intéressant. Ça complétait un petit peu mes innombrables activités. J'étais déjà cadre bancaire après mes études. Je faisais aussi beaucoup de sport. Je faisais du handball à l'époque. J'étais jeune marié, donc avec beaucoup d'enthousiasme, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer un mandat municipal, mais sans ambition politique particulière. Je dirais même absolument sans ambition politique. Et puis, dans ma famille, personne ne faisait de la politique. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un m'a poussé à faire de la politique. Au contraire, je voyais ça beaucoup plus comme une détente, un loisir presque. Et j'ai apprécié beaucoup de devenir conseiller municipal, où j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, petit à petit, le fait d'être ingénieur, d'avoir un certain nombre de connaissances dans le milieu de la banque, le maire de l'époque m'a dit, un jour, il m'a dit, tiens, tu vas renégocier les prêts de la commune, tu vas t'occuper des contrats d'assurance, tiens, on va te donner un peu de travail, ça va t'occuper un peu. Et puis, petit à petit, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai fait. Et un jour, il m'a dit, voilà, Philippe, ça serait bien que tu me remplaces à la mairie, en 2001 ou 2002, je ne sais plus quelle année. Ce que j'ai refusé parce que ça ne m'intéressait pas du tout, parce que d'abord, devenir maire, c'était pour moi une charge importante. J'étais jeune père de famille. Par contre, j'ai toujours voulu m'inscrire dans l'équipe municipale, donc j'ai accompagné l'équipe de Michel Jalut, qui était maire, qui est devenu maire, et je suis devenu adjoint aux finances à la commune de Plumergat. Je me suis investi aussi à l'échelle intercommunale, et puis petit à petit, les choses font que j'ai rencontré des élus d'un certain niveau, si bien qu'un jour, on m'a proposé de représenter tout un courant. Alors, je n'étais pas encarté politiquement, tout un courant de nouveautés, de renouveau sur le pays d'Auray. Je me suis présenté au conseil général. Et un petit peu à la surprise de tout le monde, j'ai été élu conseiller général avec une belle équipe, avec en suppléance Marie-Jo Le Breton, avec qui j'ai fait un binôme, que j'allais dire un binôme d'enfer. On s'est bien amusé. Et puis finalement, à force de créer cette dynamique, moi, je suis devenu conseiller général. Donc on fait de la politique, j'allais dire, il n'y a pas de plan en particulier, c'est au fur et à mesure. Et je me dis tous les matins en me levant, ça peut s'arrêter demain. Donc c'est pas un objectif en soi. Par contre, j'y prends beaucoup de passion. J'y mets beaucoup de passion, pardon. J'y prends beaucoup de plaisir. J'essaye de faire en sorte de bouger les choses. Alors au niveau national, on va certainement en parler un petit peu, mais au niveau local, c'est de s'investir pour faire en sorte que des projets sortent. Le projet de la gare qui est un projet majeur, c'est un projet qui va sortir. Travailler sur la qualité de l'eau parce que c'est indéniable, c'est même pas discutable, donc c'est des vrais sujets sur lesquels j'aime bien travailler aussi, sur l'investissement, accompagner les associations sportives, le culturel, enfin voilà. Donc je prends petit à petit les choses, mais toujours en ayant le souci de projeter le territoire et de me dire, ici on a un territoire où il fait vraiment bon vivre,
Il y a une ambiance plutôt formidable, malgré les difficultés que chacun peut rencontrer, mais on a tout pour être bien ensemble. Le rôle de l'élu, c'est de faire en sorte de continuer à investir, continuer à améliorer le quotidien des gens. C'est pas toujours simple. On peut tout nous reprocher, mais je pense que l'acteur politique, comme l'acteur économique, comme l'acteur associatif, comme chaque citoyen, on a notre part à prendre pour être bien ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis engagé politiquement. Je vous l'ai dit, je regrette absolument pas en tout cas. Pendant la primaire ouverte de la droite et du centre, vous avez soutenu Bruno Le Maire. Pourquoi lui? Pourquoi Bruno Le Maire? C'est une bonne question. Je l'ai fait vraiment naturellement. Il n'a pas eu besoin de me pousser à l'accompagner. Tout simplement parce que j'ai connu Bruno Le Maire quand j'étais agriculteur. Il était ministre de l'Agriculture. Je l'avais rencontré notamment dans le cadre de la crise du lait. Et puis, en tant qu'élu, je l'avais rencontré quand il y avait eu l'échouement du TK Bremen. Il y avait la crise qu'avaient connue les ostréiculteurs à l'époque. Et je trouvais qu'il était plutôt dynamique, qu'il n'avait pas peur, pas froid aux yeux d'aller sur le terrain, voire même se faire un peu chahuter, secouer, notamment par le milieu agricole, qui n'est pas le milieu le plus simple. Et j'ai dit, tiens, ce personnage, il a quelque chose. Et c'est ma première grande rencontre politique où j'ai pu discuter assez longuement avec un ministre. Et on s'est retrouvés en 2012. Et en 2012, on s'est retrouvés à égalité, c'est-à-dire qu'il était député et moi député. Et donc, on s'est retrouvés à prendre un café un jour à l'Assemblée. Il me dit, mais tu veux pas qu'on puisse se voir régulièrement? Tous les mercredis, je réunis un petit groupe de parlementaires, on travaille ensemble sur des sujets. Est-ce que tu veux m'accompagner? J'ai dit très bien, ça me va très bien. Donc tous les mercredis, depuis 2012, on se voit. Donc ça continue, on continue à se voir. Et on échange sur l'actualité, sur des sujets, il nous demande notre avis, tout ça. Et donc il a fait le choix de se présenter à la primaire. Donc forcément, puis en plus on l'a poussé à y aller, à plusieurs députés. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à l'accompagner parce que il défendait aussi pour moi ce que je trouve, ce qui manque en politique aujourd'hui, c'est la nouveauté. Ensuite, de remettre en cause, j'allais dire, le fonctionnement classique de nos institutions. Je pense notamment au fonctionnement de l'Assemblée, le cumul des mandats. C'est dur, même pour moi qui cumule. On m'a dit, mais pourquoi vous cumulez? Et pourquoi soudainement vous... Oui, parce que c'est le sens de l'histoire. Alors, il faut une transition. Par contre, il faut faire en sorte que l'Assemblée nationale, j'allais dire, fonctionne différemment. Il faut que le Sénat, j'allais dire, modifie totalement aussi son fonctionnement. Je ne sais pas si d'autres ont pu vous le dire. Mais j'ai trouvé que le personnage avait envie de réformer. Ensuite, j'ai vu quelqu'un de profondément humain, qui très attaché aux gens qui sont en difficulté. Alors qu'il est quelqu'un qui vient d'un milieu plutôt aisé. Finalement, j'ai vu quelqu'un qui s'attache beaucoup au handicap, qui s'attache beaucoup le remboursement notamment des soins. C'est quelqu'un qui a pris vraiment ces dossiers-là, peut-être aussi parce qu'on était autour de lui. Donc, il a fait un score pas très élevé au primaire. Mais à l'époque, j'étais persuadé qu'il y avait une place pour le troisième homme, c'est-à-dire qu'entre Sarkozy et Juppé, il y avait une place pour un troisième homme. On ne savait pas lequel. À l'époque, je n'ai pas choisi celui qui a gagné. En tout cas, je ne regrette pas de le faire. Et on continue de se voir. On continue à travailler ensemble. Il y a je dis aujourd'hui, il y a une façon de travailler ensemble. Il y a aussi une camaraderie. Ça existe en politique. C'est pas que la bagarre permanente. Il y a aussi des gens qui travaillent ensemble, qui font des propositions communes. Moi, il m'a signé une proposition de loi sur la loi Allure, une modification de la loi Allure. J'ai signé des propositions de loi qu'il avait proposées notamment sur le RSI, donc des sujets un peu techniques, mais donc on travaille ensemble. Et puis les jeunes, donc il faut aussi que dans le monde politique, on mette un peu de jeunesse. Depuis juin 2012, vous portez les valeurs et les idées pour lesquelles vous êtes fait élire. Vous dites que vous interpellez continuellement le gouvernement pour que des réformes structurelles soient mises en œuvre et qu'après 5 ans de gouvernement socialiste, les manquements sont nombreux. Alors, j'ai peut-être dit que les manquements étaient nombreux, mais je dirais même que eux-mêmes le disent. Parce que gouverner, c'est compliqué de gouverner. Ok, je suis dans une minorité aujourd'hui à l'Assemblée, mais je suis aussi conscient que gouverner, c'est pas simple. Je considère que le gouvernement sortant, le gouvernement socialiste, a eu quelques difficultés déjà en interne sur des choix, des orientations politiques. On l'a vu dans la loi de travail, on l'a vu sur la déchéance de nationalité, on avait vu qu'il y avait un certain nombre de contradictions entre eux. Je veux dire, je veux même pas juger ce point-là, c'est pas mon sujet. Ce qu'on a raté sur les 5 dernières années, c'est que la France avait toutes les conditions réunies pour, quelque part, faire certaines réformes. On a eu des taux d'intérêt faibles, c'est-à-dire que le poids de la dette aujourd'hui est moins insupportable qu'il y a quelques années. On a un coût du pétrole qui est relativement faible.
On a une valeur de change de l'euro qui nous est favorable. Et finalement, le gouvernement n'a pas profité pour faire quelques réformes. Alors les quelques réformes, elles sont pas, faut pas non plus que chaque gouvernement se disperse dans un grand nombre de réformes. Il y a quelques réformes à faire, notamment pour faire en sorte que ceux qui produisent, ceux qui font, ceux qui créent, ceux qui investissent, puissent le faire plus facilement. Je dis pas qu'ils puissent pas le faire, c'est qu'ils puissent le faire plus facilement. Si on prend l'exemple de la loi de transition énergétique, c'est très bien. J'étais pas complètement contre cette loi, mais si on fait une loi et qu'à côté, pour sortir une unité de méthanisation, il faut 7 ans, ou pour monter un parc éolien, il faut 15 ans, ben, on aura beau faire des réformes dans le pays, mais j'allais dire, malheureusement, les choses n'avanceront pas très vite. Et moi, j'étais plus pour qu'on accélère un petit peu, j'allais dire, la France qui investit, les entrepreneurs qui investissent. Parce que c'est à mon avis, par cette façon de travailler que on créera un peu de richesse et qu'à côté, on sera peut-être un peu plus solidaire. Parce qu'aujourd'hui, le grand sujet de la nation, c'est la dépense publique. Mais certes, c'est un sujet important, mais sur l'éducation, ça va être un peu compliqué de dépenser moins. Sur la santé, ça va être un peu compliqué de dépenser moins. Sur notre défense nationale, ça va être compliqué de dépenser moins, tout simplement parce que le contexte international nous pousse aujourd'hui à être encore plus prudent. Donc, je crois que le gouvernement est passé un petit peu à côté du développement du pays. Et on voit bien l'exemple Notre-Dame-des-Landes, alors qu'on soit pour ou contre, mais on voit bien que c'est le mal français. C'est-à-dire que quand il y a un projet, c'est une complexité potentielle qui fait que les choses se font pas. Et des petits Notre-Dame-des-Landes, il y en a partout dans le pays. Aujourd'hui, il faut quand même savoir, c'est que la plupart des permis de construire dans certaines villes ou ailleurs sont attaqués au tribunal. Donc pendant que les gens ont des recours sur des permis de construire, ben les bâtiments ne se font pas. Donc si les bâtiments ne se font pas, c'est de l'emploi en moins. Donc je pense que le gouvernement est passé, alors j'allais dire, ils vont me dire, on est un peu comme les autres, peut-être aussi, mais quand ils ont fait la loi Allure, sur la loi Allure, par exemple, on est passé à côté de certains sujets majeurs, qui sont les accélérateurs économiques. Il y a eu quelques aspects positifs dans cette loi, mais en même temps, le gouvernement, par exemple, a fait en sorte qu'on puisse plus construire en campagne. Je trouve que c'est une erreur. Parce que la richesse des campagnes aujourd'hui, c'est justement sa diversité, c'est de faire en sorte que dans les communes rurales, il y a encore des gens qui ont envie d'y vivre. S'ils y vivent, ça crée de la vitalité, ça met des enfants dans les écoles, ça fait en sorte que, je veux dire, il y a aussi un bien-être dans nos campagnes. Malheureusement, aujourd'hui, il y a peut-être la crise agricole, mais vivre en campagne, c'est aussi du bien-être. Donc on a raisonné urbanisme, mais on n'a pas raisonné vie. Voilà, ça c'est pour ça que c'est un exemple, mais il y a plein d'exemples comme cela qui font que malheureusement le gouvernement est passé à côté de quelques réformes, à mon avis, importantes. Je parlais du développement. Sur les collectivités locales, c'est la même chose. On a serré les boulons un peu partout, mais mine de rien, on s'aperçoit qu'il y a un transfert de charges qui existe aujourd'hui entre l'État vers les collectivités ayant moins de moyens, c'est-à-dire moins d'investissement. On est en train de, quelque part, de freiner la capacité à investir du pays. Voilà, c'est ces manquements-là. On pourrait parler d'éducation, on pourrait parler de culture aussi. Moi, je crois beaucoup à la culture. Peut-être que la France aujourd'hui pourrait porter, j'allais dire, un grand projet culturel international. Versailles peut devenir le cœur de la culture au monde. C'est-à-dire qu'on peut on organise bien des G20 économiques, mais on peut organiser peut-être le G20 ou voir des grandes assises de la culture mondiale, et la France peut les porter. Et les quelques grands mandements qui me choquent aussi, c'est qu'on n'a pas réussi à convaincre l'Europe de nous accompagner pour faire en sorte que les pays qui nous entourent, les pays comme la Syrie, comme l'Irak, comme tous ces pays qui sont aujourd'hui en grande difficulté, on s'est retrouvés quand même un peu seuls à essayer de mettre un peu d'ordre. Donc voilà, ça fait partie faut peser. Je crois que le président de la République, il doit peser à l'étranger. C'est lui qui doit porter la France. Les grands sujets viennent de l'étranger. Pour moi, sur le plan économique, on voit bien la distorsion de concurrence par rapport à la distorsion sociale, la distorsion fiscale, ça vient de l'étranger. Les conflits internationaux arrivent malheureusement dans notre pays, mais en onde de choc. Mais voilà, c'est des sujets où le président de la République doit porter ces projets-là à l'étranger. Voilà, et puis il y a eu d'autres textes sur l'éducation. Je pense que l'éducation doit préparer à un métier. On voit bien qu'on a un vrai sujet aujourd'hui sur l'apprentissage, sur les formations, à la fois dans l'entreprise et à la fois dans l'école, les formations permanentes. Enfin, il y a plein de sujets
qui à mon sens n'a absolument pas été réglé. On en a beaucoup parlé, mais j'ai bien vu que beaucoup de débats ont mené finalement à pas grand-chose. Voilà, donc je crois que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, doit fixer quelques priorités très simples sur le développement du pays, l'investissement, l'éducation. L'éducation doit apporter un pays, l'éducation différenciée, on n'est pas tous pareils, donc il faut faire en sorte que chacun puisse se former en fonction de ses envies. Je crois que les jeunes aujourd'hui, il faut les laisser, faut pas les enfermer dans un cadre précis d'éducation. Je dirais même que l'éducation doit être à la carte, quel que soit l'âge. Et je pense que nos jeunes s'y retrouveraient beaucoup mieux et se prépareraient davantage à l'autonomie qu'on leur demande demain. Moi, ce qui m'épate malheureusement souvent, c'est de voir j'en vois, parce qu'ils viennent me voir, des jeunes qui ont bac plus 4 ou 5, qui se retrouvent aujourd'hui avec des bons niveaux de formation, mais il n'y a pas forcément les emplois en face. Donc il faut peut-être inverser un petit peu les choses. Donc il y a un certain nombre de propositions qu'on peut faire là-dessus, sur la culture, la solidarité. On a vraiment un retard sur le handicap, mais qui date pas de ce gouvernement. Il faut quand même dire des choses à la mais historiquement, la France a un énorme retard sur le handicap. Le handicap, on est en réaction, on n'est pas en anticipation de l'accompagnement de la personne handicapée. Ce qui, à mon avis, coûte aussi très cher, parce qu'on fonctionnerait bien plus en anticipation. On a des jeunes ados ou adultes handicapés qui seraient davantage autonomes. Voilà. Donc j'ai plein de sujets, je peux en causer longtemps, hors caméra si vous le souhaitez. Justement, vous parlez de la jeunesse, donc on dit que vous êtes prêt et à l'écoute de la jeunesse. Croyez-vous en cette jeunesse qui fait bien peur aux adultes et qui est très souvent mal jugée? Ah, la jeunesse. Mais alors, la question de la jeunesse est une question éternelle. La jeunesse, vous prenez les années 68, c'était la jeunesse qui... C'est un sujet... Alors moi qui suis jeune papa, mais aussi papa d'adolescent, j'ai ma fille qui est en conduite accompagnée, donc vous imaginez bien l'âge qu'elle peut avoir. Non, je crois que la jeunesse a l'avantage d'être beaucoup plus spontanée que nous, les adultes. Ils ont leur code entre elles. La jeunesse discute, vous discutez entre vous, vous écoutez pas les mêmes musiques que nous, mais en même temps, si vous écoutez Jules, je crois que ma fille qui écoutait ça, moi à mon âge j'écoutais YouTube, et quand j'écoutais YouTube, les parents me regardaient avec des grands yeux aussi, donc moi quand ils écoutent Jules aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce qu'ils écoutent là, c'est pas possible. Donc voilà, la jeunesse vit sa période. Alors je reviens à quelques sujets qui à mon avis aujourd'hui marquent la jeunesse, c'est que vous voulez pas de ce cadre qu'on vous prépare. On vous prépare votre cadre, mais en fait, c'est à vous de préparer votre propre cadre de vie. Comment vous voulez vivre demain? Moi, je crois que les jeunes demain, ils veulent pas du tout fonctionner comme nous. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je les perçois. Ils veulent pas forcément se sédentariser. Ils veulent pas forcément être propriétaires. Ils veulent pas forcément être propriétaires de leur voiture. Ils veulent être beaucoup plus libres. Et pas forcément. Et cette autonomie passe par la liberté. Et je serais pas étonné qu'à un moment donné, on ait quelques surprises au niveau électoral par la jeunesse. Il faut jamais oublier une chose, c'est que tout part de la jeunesse. C'est comme la jeunesse notre avenir. Donc, non, je me sens proche des jeunes. Puis j'ai pratiqué du sport. Puis j'ai mes propres jeunes, les copains de mes propres jeunes. Je leur pose quelquefois des questions. Je leur dis voilà comment vous voyez les choses. Quelquefois, les réponses sont un peu toniques. Ça peut nous surprendre les politiques. Ouais. Puis entre nous, je me considère encore un peu jeune. Donc le contact est assez facile. Quelles sont vos perspectives d'avenir politique, mais aussi personnelles pour les prochaines semaines, pardon. Alors, dernière semaine, non, c'est-à-dire que j'ai encore envie de vivre longtemps. Les perspectives politiques, d'abord, ce sont les électeurs qui choisissent. Je pense que j'annoncerai courant le printemps ma candidature aux législatives. Je ne l'ai pas encore annoncé, je ne suis pas officiellement candidat, j'attends... J'allais dire que ça se décante un petit peu au niveau national, parce que c'est quand même, le contexte il est quand même un peu compliqué, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc, sur le plan politique, j'allais dire, j'ai encore plein d'envie, j'ai encore plein de projets, donc j'ai envie de faire. Les électeurs choisiront. Et sur le plan personnel, je pense que le fait qu'il y ait une loi qui est passée, qui est le non-cumul des mandats, ça va me permettre de me dégager un tout petit peu de temps pour moi et mes proches. C'est-à-dire passer un peu plus de temps avec mes enfants, passer un peu plus de temps aussi, peut-être faire plus de sport, parce que j'en fais plus du tout. Donc ça, c'est à titre personnel. Et puis, pour dire aussi les choses très concrètement, c'est que depuis gamin, je me suis jamais fait vraiment des grands plans. C'est-à-dire que d'abord, jamais j'aurais imaginé travailler dans une banque quand j'étais gamin, ce que j'ai fait. Jamais j'aurais imaginé être élu, ce que j'ai fait.
Et une fois élu, jamais j'aurais imaginé au départ de devenir député, ce que je suis devenu. Et je me dis aujourd'hui, si ça s'arrête, c'est pas très grave. Il y a aussi une vie personnelle à côté. Et puis j'ai plein d'objectifs à côté aussi que je traîne dans les cartons depuis un certain nombre d'années, que je repousse. Mais donc, pour moi, il n'y a pas de... Mon avenir me soucie pas plus que cela. Voilà. Voilà mes amis, donc vous connaissez un peu plus Monsieur Philippe Leray. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.